Sophie Bessis, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, journaliste, vous avez vraiment un talent multiple. Vous avez publié récemment l'histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours, 560 pages vraiment d'un livre intéressant qui capte et qui raconte le parcours d'une nation. Alors justement, aujourd'hui, comment peut-on définir la situation tunisienne, la crise multiforme que vit le pays? Effectivement, comme vous le dites, c'est une crise multiforme parce qu'elle a un aspect incontestablement politique très important. C'est également une crise économique, c'est également une crise sociale. Et donc, la Tunisie est aujourd'hui dans une très mauvaise passe de son histoire et l'on peut dire, à mon sens, que depuis l'indépendance en 1956, il s'agit d'une des plus mauvaises phases de son histoire. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce qu'il a été rare dans l'histoire récente de la Tunisie que l'on conjugue trois types de crises. C'est-à-dire que l'on conjugue à la fois une crise économique, une crise sociale et une crise de nature politique. Donc voilà déjà le cadre planté qui est extrêmement préoccupant. Absolument. Ensuite, cette triple crise, cette, cette triple situation d'anomie, de déréliction, euh, vient à la suite d'une décennie à la fois passionnante, compliquée et décevante pour la Tunisie. Vous savez qu'en janvier 2011, le 14 janvier 2011, c'est-à-dire dans 3 jours, cela fera 12 ans, le dictateur Zine al-Abidine Ben Ali avait été congédié par les Tunisiennes et les Tunisiens au terme d'une insurrection qui avait duré 1 mois. Et à la suite de cette chute, le 14 janvier 2011, de l'ex-président Ben Ali, eh bien, la Tunisie s'était lancée, d'abord avait donné le signal de ce que l'on avait appelé les printemps arabes, lesquels printemps arabes ont eu lieu, comme vous le savez, dans plusieurs pays de la région Maghreb, Moyen-Orient, et qui avait démontré quelque chose d'extrêmement positif, c'est-à-dire que eh bien, ce qu'on peut appeler les peuples arabes n'étaient pas condamnés à la régression autoritaire, mais avaient une aspiration à la liberté, à la démocratie extrêmement importante. On sait malheureusement le résultat euh, des autres insurrections qui ont été pour la plupart réprimées dans le sang ou Ouais. qui ont donné lieu à des guerres civiles atroces, comme en Syrie ou de façon différente en Libye. Et la Tunisie s'est révélée être le seul pays qui a tenté une expérience démocratique. Alors, Oui. cette expérience démocratique qui a duré une petite douzaine d'années, évidemment, a été pleine d'embûches. La démocratie ne se construit pas d'un seul, comment dire, d'un seul, Infiltré. voilà, pas du tout. C'est un long processus qui est difficile, surtout dans un pays qui n'a pas connu en réalité d'expérience démocratique, ni pendant la période précoloniale, ni pendant la période coloniale, ni après son indépendance. Et donc, le chemin vers cette démocratie, comme je vous le disais, a été très complexe, mais il n'empêche que quoi qu'aient été ces aléas, et même Oui. plus que des aléas, il y a quand même eu une expérience. Or, que s'est-il passé? Sophie Cette Bessis, expérience, pourtant, tout avait bien commencé au début. C'est-à-dire que oui peut-on et non, dire aujourd'hui que les oui et non. Tunisiens sont les fossoyeurs de cette expérience tunisienne? Oui, pour quelle raison? C'est-à-dire qu'en 2011, en fait, les débuts de l'insurrection, en décembre 2010, en fait, c'est une insurrection où la composante sociale est absolument déterminante. Elle est déterminante dans la mesure où c'est une révolte profonde à la fois contre la corruption du régime Oui. et contre les inégalités sociales, contre ce que la population tunisienne, surtout les classes moyennes inférieures et les classes populaires, Oui. considéraient comme une régression de leur niveau de vie, un chômage
à un niveau important. Donc, au départ, c'est une révolte de type social. Après la chute de Ben Ali, cette révolte de type social est passée au second plan pour donner lieu à la mise en place d'une nouvelle architecture politique et constitutionnelle du pays. Et la grande erreur de la classe politique qui a mis en place cette nouvelle architecture constitutionnelle et politique, qui n'était pas mauvaise en soi d'ailleurs, hein, c'est d'avoir oublié la dimension sociale de l'insurrection. Ouais. Et cet oubli de la dimension sociale de l'insurrection a fait que, assez rapidement, c'est-à-dire à partir de 2014-2015, peut-on dire, eh bien, la majorité de la population tunisienne s'est désintéressée des jeux politiques à l'œuvre, disons, dans la classe politique tunisienne, qui n'a pas été à la hauteur des enjeux qu'elle s'était elle-même fixés. Et ça a été donc conjonction à partir de ce moment-là d'un recul de l'économie, pour un tas de raisons qu'il est peut-être un peu long d'expliquer ici, classe politique qui n'était pas à la hauteur, problèmes sociaux qui n'ont cessé de s'accroître dans la mesure où le chômage a augmenté, on a assisté à un processus extrêmement préoccupant de désindustrialisation du pays, et donc cette désindustrialisation du pays a évidemment provoqué un accroissement du chômage, un accroissement de ce qu'on appelle pudiquement le secteur informel, et qui, en fait, c'est aussi cette informalisation de l'économie est aussi le fait que la corruption a pris des proportions extrêmement importantes dans ce pays. Et que s'est-il passé? Eh bien, la Tunisie, il ne faut pas penser que la Tunisie, c'est une espèce d'île d'isolat. La Tunisie s'intègre aussi dans les grands processus, les grandes évolutions mondiales. Et dans ce début du XXIe siècle, surtout à partir des années 2010, on a vu dans le monde une émergence extrêmement importante de ce qu'on appelle le populisme. Oui. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important peut-être de s'attarder sur c'est que on sait, vous avez réussi à nous faire planter le décor, nous permettre d'avoir tous les éléments d'appréciation. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse en 2023, comment expliquer cette ère de Kais Saïed qui incarne véritablement quelque chose d'inattendu. Il est arrivé lui-même d'une façon imprévisible. Comment aujourd'hui, parce que on voit la crise est à son pic le plus élevé et que ça pourrait pas continuer de cette manière pour les prochains mois et les prochaines années, en tout cas les prochains mois. Comment voyez-vous cette ère Kais Saïed? Alors, c'est pourquoi je parlais de populisme. C'est pourquoi je parlais de populisme, parce que Kais Saïed, donc, qui a été élu tout à fait démocratiquement, il faut bien le dire, en octobre 2019, mais fait partie de ces dirigeants populistes qu'on a vu émerger dans le monde ces dernières années, de Trump aux États-Unis, à Bolsonaro au Brésil, à Viktor Orban en Hongrie, et une série d'autres. Qu'est-ce qui les caractérise? C'est de s'inscrire en faux contre ce qu'ils appellent le système. Ça, c'est la première chose. Et en gros, de promettre à des populations désenchantées, à des populations en pleine crise, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, comme je l'ai dit, mais aussi en crise identitaire pour certaines, eh bien, leur promettre qu'ils vont pouvoir tout arranger. Et en fait, Kais Saïed est arrivé aux élections de 2019 sans aucun programme, sans le moindre programme. Au fond, son programme, c'était de dire le peuple veut. Moi, je suivrai ce que dira le peuple. Il a donc été élu parce que le propre de ces leaders, de ces émergents populistes, eh bien, c'est que le peuple, ce qu'on appelle le peuple, les écoute dans la mesure où ils disent je vais arranger les choses et je vais travailler dans votre sens, je vais satisfaire vos revendications et surtout, je vais mettre fin à votre désespérance.
Parce qu'en fait, le vocabulaire populiste est en général un vocabulaire qui n'est pas un vocabulaire politique, mais un vocabulaire purement émotionnel. Et c'est sur cette corde émotionnelle qu'a joué Kais Saïd. Mais Seulement, Sophie Bessis, Kais Saïd semble aujourd'hui dans une forme d'impasse et ses ambitions sont véritablement contrariées, on voit. bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est très vite, en fait, il avait un agenda politique qu'il n'a pas dévoilé au départ dans sa campagne électorale, mais enfin qui est un agenda politique qui le suit depuis son entrée en politique, c'est-à-dire il est entré en politique en 2011. Vous savez que à l'époque de Ben Ali, Kais Saïd ne s'était jamais manifesté contre la dictature de Ben Ali. Donc, quel est son agenda politique? Je vais tout changer et je vais faire une démocratie par les masses, une démocratie par le bas. Un petit peu sur le modèle, si on peut parler de modèle, de la Jamahiriya de Gheddafi en Libye, à l'époque de Gheddafi. L'état de masse. Voilà, l'état des masses. L'état des masses. Alors, qu'est-ce qu'il gênait à Kais Saïd dans ce projet politique? C'est la constitution de 2014. Parce que la constitution de 2014 est une constitution qui est plus parlementaire que présidentielle. Oui. C'est-à-dire que le chef de l'État a des pouvoirs extrêmement restreints. Donc, pour mettre en œuvre ce qu'il considère être son projet, il fallait qu'il mette fin à cette constitution de 2014 et qu'il réinstaure un présidentialisme. Oui. Malheureusement, la classe politique l'y a aidé, dans la mesure où le Parlement issu des élections de 2019 a été un Parlement au-dessous de tout, qui a donné aux Tunisiens et aux Tunisiennes une image du parlementarisme absolument catastrophique. Donc, voilà qu'ils ont adhéré à la première étape de ce qu'on pourrait appeler le coup d'État de Kais Saïd, c'est-à-dire la suspension, le gel du Parlement et la suspension de la Constitution le 25 juillet 2021. Donc, ça a été le premier étage du projet de Kais Saïd. Deuxième étage, c'est la dissolution du Parlement et l'abrogation de la Constitution. Et on a rarement vu dans les annales de l'histoire politique une Constitution qui peut être abrogée par un simple décret présidentiel. C'est le propre d'un coup d'État en réalité. Et je crois que d'une certaine façon, même si le terme est un petit peu discuté, disons, par les politologues, par les politistes, mais Kais Saïd a procédé en 2021 et à la suite, par une série de mesures, en 2022, à un coup d'État. Il rédige tout seul une nouvelle constitution qui lui octroie la totalité des pouvoirs, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, puisque lui-même a dit qu'il ne croyait pas dans la séparation des pouvoirs et qu'il n'y avait qu'une séparation des fonctions. Bon. Donc, mais est-ce qu'il aura les moyens de ses ambitions? Est-ce qu'il va avoir le temps? Et j'arrive à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après un référendum qui n'a mobilisé, sur la nouvelle constitution, qui n'a mobilisé qu'un petit tiers de l'électorat, comme vous le savez, donc une désaffection extrêmement profonde vis-à-vis du processus électoral. Après un premier tour des élections législatives le 17 décembre 2022, qui a mobilisé à peine 10% de l'électorat, c'est-à-dire que là, c'est quand même une gifle qui est extrêmement importante, même si l'on sait qu'en général, pas plus de 50% des citoyens vont voter, mais là, c'est à peine 10%. Et là, effectivement, le chef de l'État se trouve dans une impasse. La Tunisie n'adhère pas à son projet politique. Il n'a, en 3 ans de pouvoir, il n'a pris aucune mesure concrète, réelle, pour satisfaire les revendications populaires dont il s'autoproclame l'incarnation. Et donc là, effectivement, il est dans une impasse. Le problème, c'est que cette impasse risque de durer, à mon sens. Elle risque de durer pour 2 raisons. D'une part, parce qu'il n'y a pas, pour l'instant, d'alternative politique crédible à Kais Saïd. C'est-à-dire mais la crise économique, la crise financière et économique, va-t-elle lui laisser le temps de pouvoir se donner les moyens d'aller jusqu'au bout de sa projet politique? Oui, mais. C'est-à-dire que,
il n'y a pas d'alternative politique crédible pour l'instant à Kais Saïd, donc il est pratiquement tout seul. Ce qui sert d'opposition, ce qui tient lieu d'opposition est divisé, désarticulé à l'heure actuelle, y compris d'ailleurs dans la société civile, et il faut regarder du côté des partenaires internationaux de la Tunisie. Donc pour l'instant, justement, oui. L'armée tunisienne est dans une sorte de neutralité bienveillante vis-à-vis du chef de l'État, et les services sécuritaires, donc tout l'appareil sécuritaire de la Tunisie, soutient le chef de l'État. Et d'ailleurs, on ne sait pas qui soutient qui, de façon générale. Que se passe-t-il du côté des partenaires internationaux? Les partenaires internationaux regardent à la fois avec inquiétude la dérive de la Tunisie et la panne de la transition démocratique, parce qu'on peut dire que la transition démocratique aujourd'hui est en panne. Et mais Sophie Bessis, peut-être il faut incarner le propos. Quels sont ces partenaires internationaux? On sait que l'influence de la France, les États-Unis, il y a aussi la Turquie qui joue un rôle important en Tunisie, il y a l'Algérie. Comment définir ces partenaires internationaux? Il y a deux sortes. Je vais les définir comme vous me dites. Je vous le disais, l'attitude de ces partenaires internationaux, en tout cas du côté des Occidentaux, dépend de ce qui se passe en Tunisie. Que voient les partenaires occidentaux? Que la dérive autoritaire de Kais Saïd et son manque total de sens politique et son incapacité à résoudre la crise économique et sociale, ou au moins à apporter des premiers éléments de résolution, sont des phénomènes extrêmement inquiétants. Mais il n'y a rien en face. Donc, que se passe-t-il? Eh bien, ils accordent des petites aides. La France a accordé 200 millions d'euros d'aide, l'Allemagne vient d'accorder 400 millions d'euros d'aide. Vous connaissez les négociations entre le Fonds monétaire international et la Tunisie qui finiront par aboutir, probablement, et donc qui dégageront une aide de 1,9 milliard de dollars distribuée en 4 ans, ce qui n'est pas beaucoup, hein, la Tunisie a besoin de beaucoup plus, mais enfin, qui permettent de maintenir le régime hors de l'eau, de ce côté-là. Donc, il y a une marge de manœuvre extrêmement étroite, mais qui permet de donner, si vous voulez, un peu d'oxygène, qui va permettre de donner un peu d'oxygène au régime de M. Saïd et de durer encore plus. Mais M. Saïd a besoin d'autre chose. Il y a aujourd'hui au Maghreb, dans les 3 pays du Maghreb, une régression autoritaire extrêmement manifeste. Il se trouve que, idéologiquement, M. Kais Saïd et le pouvoir algérien ont des correspondances évidentes et que la Tunisie dépend de l'Algérie en matière d'approvisionnement en gaz, surtout, puisqu'elle n'a la Tunisie n'a rigoureusement aucune autonomie énergétique, et que un des objectifs de l'Algérie depuis toujours, depuis l'indépendance de l'Algérie, et même avant, si on veut remonter, est de faire entrer la Tunisie dans sa zone d'influence. Et l'Algérie a eu une série de stratégies depuis l'indépendance pour tenter de faire entrer la Tunisie dans sa zone d'influence. Aujourd'hui, on peut dire que c'est fait. On peut dire que c'est fait, c'est-à-dire que la Tunisie de Kais Saïd fait partie de la zone d'influence algérienne au Maghreb. On l'a vu par une série de choses, dont la prise de position extrêmement claire de la Tunisie en faveur de la question du Sahara occidental, ce qui est une rupture avec la position traditionnelle de la Tunisie en la matière. Pour ce qui concerne les raisons. Sophie Bessis, la question aujourd'hui, c'est que le monde a géopolitiquement changé. On a une donne nouvelle avec la guerre de l'Ukraine. C'est-à-dire que ce Maghreb aujourd'hui, qui est dans un jeu géopolitique, je dirais même très dangereux, parce qu'il est un jeu d'éclatement, de tiraillement vers des alliés antagoniques. Comment voyez-vous cette situation et ses impacts sur la Tunisie? Comment va-t-elle pouvoir se sortir? Puisque les Américains s'intéressent à la Tunisie, la France s'intéresse à la Tunisie, comment ces acteurs-là vont pouvoir peser et aider la Tunisie à se sortir de ce bourbier, de cette crise systémique?
Alors, je disais que la France et l'Union européenne, pour l'instant, soutiennent modestement, mais soutiennent la Tunisie, surtout la France. Surtout la France. Il n'y a À que minima. à minima, mais quand même, les déclarations de M. Macron ont été des déclarations de soutien à Kais Saied, incontestablement. Il ne faut pas oublier que l'Europe a une obsession, c'est la question migratoire, et qu'évidemment, en cas de chaos tunisien, l'Europe, et en particulier la France, craint que des centaines de milliers de Tunisiens tentent d'arriver sur les côtes européennes. Ça, c'est une obsession européenne qu'il convient de prendre en compte pour essayer de comprendre la politique européenne en général et française en particulier, et française et italienne d'ailleurs, mais on n'a pas l'ordre. Donc, il y a cela. Pour l'instant, donc, un soutien mesuré, comme vous le dites, mais un soutien tout de même. Du côté des États-Unis, la position est plus critique par rapport au régime de Kais Saied. La position est plus critique dans la mesure où, évidemment, d'abord, les États-Unis ne sont pas un voisin de l'Europe, donc tout ce qui se passe en Afrique du Nord a des impacts immédiats sur l'Europe. Ce n'est pas le cas des États-Unis. Et donc, les États-Unis ont à plusieurs reprises, disons, émis des réserves sur le processus constitutionnel et électoral en Tunisie initié par le coup d'État de M. Saïd en 2021. Les Tunisiens, les États-Unis sont d'une posture critique, mais ils n'ont pas l'intention, pour l'instant, de faire en sorte de participer à une quelconque alternative, pour l'instant. Il ne faut pas oublier une dimension, on ne sait pas quel rôle elle jouera, une dimension qui est importante et qu'il faut mentionner, c'est que la quasi-totalité ou la grande majorité des cadres supérieurs de l'armée tunisienne ont été formés aux États-Unis. Donc il y a des liens tout à fait importants entre la Tunisie et les États-Unis en matière militaire. Quel rôle cela jouera-t-il? C'est une question qu'il convient de se poser. Troisième terme de l'alternative, et je suis désolé de présenter une alternative à 3 termes au lieu de 2, mais c'est justement les acteurs dont vous parliez, les nouveaux acteurs. Les nouveaux acteurs. La Russie, on le sait, est en train de faire une politique d'entrisme en Afrique et dans le monde arabe. Elle n'a pas grand-chose à apporter, en réalité. Elle n'a pas grand-chose à apporter, elle n'a apporté que sa capacité de nuisance. On l'a vu en Syrie, hein, où quand même elle a participé à l'extension de la guerre syrienne. On le voit aujourd'hui dans les pays du Sahel, où il est évident que ce ne sont pas les milices de Wagner qui vont mettre fin à l'offensive djihadiste au Mali ou au Burkina, mais la Syrie a une politique d'emprise. De même que la Chine d'une façon tout à fait différente. C'est-à-dire que la Chine a des choses à offrir que n'a pas à offrir la Syrie, la Russie, pardon. Et il faut regarder ce qu'a dit le président Xi Jinping, le président chinois Xi Jinping, lors du dernier sommet sino-africain. En fait, les Chinois ont dit à Kais Saied, écoutez, nous, on vous aide, on est prêt à vous aider, et nous n'avons aucune conditionnalité démocratique. C'est bien ça. Et il y a donc aujourd'hui, pour des pays comme la Tunisie, en pleine dérive autoritaire, il y a une espérance ou un espoir d'alternative du côté des puissances autoritaires. Et il est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a un axe de puissance autoritaire qui est en train. La Turquie en fait partie, bien entendu. La Turquie en fait partie, et que donc ces pays peuvent être tentés d'offrir à la Tunisie de Kais Saied une alternative aux réserves occidentales. Voilà où on en est. Alors, la Turquie, c'est un petit peu. Sophie Bissit, oui, allez-y. Non, c'est un petit peu différent parce que vous savez que la Turquie était un soutien extrêmement important du parti Ennahda en Tunisie, qui a participé au pouvoir jusqu'à 2021. Mais la Turquie a des intérêts économiques extrêmement importants en Tunisie, et donc la Turquie ne sacrifiera pas la Tunisie à son alliance avec Ennahda.
Sophie Bessis, il y a plein de sujets qu'on aimerait aborder avec vous, mais le temps presse. Peut-être pour conclure, comment ouvrir la perspective et essayer de dessiner les éléments qui permettront d'être optimiste dans cet affaissement tunisien, dans cette crise profonde. Comment aujourd'hui avoir de l'espoir et sans avoir la méthode de Coué, mais simplement les éléments qui pourront peut-être aider à rester optimiste? Écoutez, j'ai beaucoup de difficultés à répondre à cette question. Très honnêtement, j'ai de très grosses difficultés parce que sur le plan social, si on prend les trois éléments de la crise, sur le plan social, il faudrait qu'il y ait des indicateurs de développement qui soient porteurs d'espoir pour réenclencher, disons, la machine de l'emploi, hein. Et on sait, disons qu'en 2023, le taux de croissance de la Tunisie ne dépassera pas 2% probablement. Donc, Ouais. c'est un taux de croissance absolument minable. Mhm. Euh, que Mhm. l'inflation continuera et qu'elle sera peut-être une inflation à deux chiffres. Bon, aujourd'hui, nous Mhm. sommes en réalité déjà dans une inflation à deux chiffres. Ouais. Sur le plan économique, il faudrait que la Tunisie redonne confiance aux investisseurs, ce qui n'est Mhm. pas encore le cas. Mhm. Sur le plan de la politique économique, il faudrait que la Tunisie ait une véritable stratégie et abandonne les vieilles lunes de Ouais. l'économie du XXe siècle et la Tunisie doit avoir une politique environnementale qu'elle n'a pas, une politique d'énergie renouvelable très créatrice d'emplois qu'elle n'a pas, une politique de changement profond de son logiciel agricole qui Ouais. permettrait de recréer des emplois dans le secteur agricole, ce qui n'est pas le cas actuellement. Enfin, Mhm. il y a un changement de paradigme à opérer sur le plan économique. Je n'en vois pas les prémices pour l'instant, malheureusement. Sur le Ouais. plan politique, il conviendrait qu'il y ait une véritable offre politique alternative en Mhm. Tunisie aujourd'hui. Bon. Alors, cette offre politique alternative, dans Mhm. lesquelles pourraient figurer à la fois les partis politiques, les organisations les plus importantes et les plus crédibles de la société civile, le GTT. Ouais. Aujourd'hui, rien ne peut se faire sans le syndicat et rien ne peut se Mhm. faire avec lui en Tunisie, ce qui est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et Mhm. donc, pour l'instant, tous ces Mhm. paramètres de sortie de l'ornière, il est Ouais. vrai, ne sont pas réunis, incontestablement. Ouais. Et à Mhm. mon sens, il va falloir du temps pour les réunir. Combien de temps, je n'en sais rien. Et il va falloir du temps. Vous avez dit le mot clé. La Tunisie n'est pas, en tout cas, près de la porte de sortie. Ça va. En tout cas, je recommande particulièrement la lecture de l'histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours. Passionnant livre qui permet de comprendre l'histoire au long cours. Vous venez de donner ces éléments d'analyse pour décrypter la Tunisie de ces dernières années. Merci Sophie Bessis d'avoir été avec nous Merci à et vous, d'avoir. Hicham Benaïs. Merci. Au Merci. revoir.